a été développé depuis début juin pour remplacer notre rencontre annuelle Digitagora qui n'a pas pu se tenir. Donc, c'est le troisième volet de ce cycle TITAG 2020 et nous en proposons 3 autres à partir du mois de septembre, octobre et novembre. Donc, merci beaucoup à Baptiste et à Maxime, 2 doctorants en Digitag, 2e et 3e année, qui vont vous présenter un éclairage de leurs recherches actuelles. Donc, je vais passer la parole à Maxime. Donc, juste pour rappeler quelques règles, il y a 15 minutes de temps de parole de chaque doctorant. Et ensuite, au bout des 15 minutes de temps de parole, vous pouvez accéder à un chat quand vous allez sur autre action. Non, pardon, le petit volet où vous avez, comme pour écrire, affiché la conversation. Et en fait, vous pouvez accéder de toute façon à un chat via les boutons en bas de l'écran. Et ça vous permet de pouvoir poser dès à présent les questions que Marjorie Domergue, chef de projet Digitag, et moi-même, coordinatrice de la Graduate School, nous pourrons relayer à l'issue des 15 minutes de présentation de chaque doctorant. Donc, n'hésitez pas à utiliser ce chat en essayant d'écrire des questions vraiment concises et claires pour qu'on les retrace de façon la plus précise aux 2 personnes qui présentent. Voilà, bah, écoutez, merci beaucoup d'être avec nous. Et Maxime, la parole est à toi. Ok, donc merci. Donc ça va être un petit peu compliqué. Bon, on va essayer de s'en sortir avec Marjorie. Merci Marjorie. Donc Maxime Metz, donc je suis à l'école doctorat Gaïa et aujourd'hui on va parler de la chimiométrie et des big data. Donc Marjorie, tu peux passer à la seconde slide, à la prochaine. Ok, donc je vais vous faire une présentation un petit peu classique. Donc le projet de thèse, le contexte de ma thèse. Ensuite, je vais vous présenter une méthode issue du domaine du big data, une étude de faisabilité de cette méthode, et je vais conclure sur ma thèse, les perspectives de ma thèse et aussi de ces premières études. Et je vais finir par des questions au niveau de Digitag. Donc ma thèse, elle est financée par INRAE et Digitag, et elle est faite en collaboration avec le CIRAD et le LIRM, donc un laboratoire de l'INRIA. Donc, dans ma thèse, je vais m'intéresser à 2 questions scientifiques. Donc, la première qui va être donc, que peut apporter le paradigme du big data aux méthodes de type local PLS, et la deuxième, comment définir la pertinence d'un individu. Tu peux attaquer la seconde slide. Donc, je vais juste vous présenter rapidement ce que c'est que la chimiométrie. Donc, la chimiométrie, c'est l'application d'outils mathématiques et statistiques pour obtenir un maximum d'informations à partir de données chimiques. Donc, pour se mettre à l'ère du temps sur les termes, en fait, on va utiliser ou développer des outils de type machine learning pour analyser les données chimiques. Et donc, on va s'attaquer à des questions, on va dire classiques, comme de la classification, de la régression ou de l'analyse de données. La seconde, merci. Donc, dans ma thèse, je me suis beaucoup intéressé aux données spectrales. Donc, je m'intéresse beaucoup aux données spectrales. Donc, les données spectrales, c'est quoi? En fait, c'est tout simplement l'interaction lumière-matière qu'on va voir au travers d'un spectre. Et donc, ces spectres ont pour caractéristique d'avoir des variables très corrélées et des données de très grande dimension. Donc, un petit peu complexe pour l'utilisation de ces méthodes. Non, tu peux passer, c'est très bien, merci. Donc, je vais vous présenter, on va dire, une application simple pour pouvoir se projeter facilement sur nos problématiques. Donc, on va avoir une pomme et on va vouloir connaître, par exemple, ses propriétés physico-chimiques, comme le taux de sucre. Une des solutions, ça va être de couper un morceau de cette pomme et de faire une mesure. Une autre solution, c'est de mesurer cette pomme, donc à l'aide d'une mesure spectrale, et d'essayer d'établir un lien entre cette mesure spectrale et la mesure physico-chimique. Donc, pourquoi faire ça? Tout simplement que la mesure spectrale, elle est non destructive. Donc, comment on va faire? Donc, on va avoir les mesures spectrales qu'on va appeler X, les propriétés physico-chimiques Y, et on va créer un modèle entre ces deux qui va s'appeler F de X. Tu peux avancer. Voilà, merci. Encore une fois. Et donc, c'est avec les outils d'analyse de données qu'on va faire ça. La 8e slide, s'il te plaît. Donc, dans le cadre des données spectrales hétérogènes, on va en fait avoir la pomme que je vous ai présentée avant, mais aussi d'autres variétés de pommes, ou peut-être des poires, ou d'autres choses encore. Et on va chercher à prédire les caractéristiques physico-chimiques. Donc,
les outils qu'on va utiliser habituellement font des hypothèses, notamment la linéarité en fait, entre x et y. Et dans ce cas-ci, ces hypothèses, on ne peut plus les respecter. Marjorie, tu peux encore avancer un petit peu. Donc, les données hétérogènes, elles vont conduire à des non-linéarités. Voilà. Et donc, une des solutions pour traiter ces non-linéarités, c'est l'utilisation de méthodes dites locales. Donc, les méthodes locales, c'est quoi? Marjorie, la slide 9. Donc, les méthodes locales, en fait, c'est qu'on va faire une approximation. On va faire l'hypothèse que localement, on a une relation non linéaire. Pardon. Donc, comment on va faire ça? Donc, on va sélectionner un sous-ensemble et on va calibrer un modèle linéaire par la suite. Donc, comment on va faire? Donc, ici, vous voyez en bleu la base de données, en orange un spectre d'une nouvelle pomme, par exemple. Et donc, on va chercher les spectres qui sont proches de ce spectre d'une nouvelle pomme et on va calibrer sur les individus qu'on a sélectionnés, on va calibrer un modèle pour pouvoir prédire les caractéristiques physico-chimiques. Donc ça se fait à partir de différents critères de similarité. Donc, on va pouvoir passer là-dessus. Donc, pour résumer cette méthode, donc, on a en fait 3 étapes. Une première étape de recherche de voisins, une étape de modélisation et une étape de prédiction. Donc, la partie recherche de voisins, elle se fait avec la méthode KNN brute force, l'algorithme KNN brute force. Et la partie modélisation, elle se fait avec la méthode PLS. C'est pour ça qu'on appelle ça KNN PLS. Donc, dans le cadre des données massives, l'algorithme brute force, tu peux avancer encore un peu, Marjorie, si tu veux, ne va plus être utilisable, tout simplement parce que brute force, il va comparer, par exemple, notre pomme à toutes les pommes qu'on a mesurées avant. Donc, si on a 1 million de pommes dans la base de données, là, il va falloir comparer cette pomme à ces 1 million de pommes. Donc, l'algorithme brute force, il ne sera plus en mesure de le faire. Et c'est à ce moment-là où on s'est intéressé, en fait, aux recherches de voisins dans un contexte big data. Marjorie, tu peux encore un petit peu avancer. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est tourné vers le LIARM. Donc, la prochaine diapo, s'il te plaît. Donc, une solution pour réduire ces temps de calcul, c'est de remplacer la méthode brute force par des méthodes d'indexation. Donc, de nouveau, très simplement, on va avoir une pomme, par exemple, de couleur rouge avec une variété spécifique. On n'est pas obligé de regarder tout dans le détail, on n'est pas obligé de regarder cette pomme, mais on va pouvoir regarder globalement et dire toutes les pommes rouges, par exemple, on va dire qu'elles sont très loin et on n'aura plus besoin de les comparer à cette pomme. Donc, ce sera beaucoup plus rapide. Donc, le cahier des charges de cette méthode d'annexation qu'on va vouloir utiliser, c'est qu'elle va être en mesure de traiter des données de très grande dimension avec des variables fortement corrélées. Elle doit être rapide, donc plus comme l'algorithme brute force. Et surtout, le dernier point, c'est qu'elle doit être massivement parallélisable. Comme on va être dans un contexte avec des milliards de données ou des millions de données, il faut pouvoir le faire très rapidement. Donc, quelle méthode d'indexation on va utiliser? Donc, nous, on va s'intéresser aux données de séries temporelles, tout simplement parce qu'il y a 2 caractéristiques communes entre les séries temporelles et les données spectrales. C'est la forte corrélation des variables et aussi la grande dimensionnalité. Donc là, aujourd'hui, on va s'intéresser à une méthode qui s'appelle ParSketch. C'est une méthode issue du Big Data qu'on pourrait résumer en 3 grandes étapes. Donc, une étape de réduction de dimension, une étape de création de grilles et une étape de recherche de voisins. Merci. Donc, la première étape de réduction de dimension. Donc, on va avoir ici une base de données qu'on va appeler X, et on va projeter cette base de données sur des vecteurs aléatoires de -1 et de 1. Et ensuite, on va obtenir des sketchs. Donc, projeter cette base de données sur des vecteurs aléatoires de -1 et de 1, en fait, ces vecteurs, ils sont de beaucoup plus petites dimensions. La matrice P, elle est de beaucoup plus petites dimensions que la matrice X. Donc déjà, on va pouvoir compresser les données, donc réduire la dimensionnalité des données. Et pourquoi le faire sur des vecteurs aléatoires? Tout simplement parce qu'il y a un lemme mathématique qui nous garantit de préserver les distances euclidiennes. Donc ça, c'est très intéressant. Ensuite, l'opération, elle est très rapide, donc c'est juste un produit matriciel, donc on n'a pas d'étape itérative à faire. Donc ça, c'est vraiment extrêmement rapide. Et pour finir, les variables qu'on a générées, en fait, comme elles sont générées à partir de vecteurs aléatoires, chaque variable qu'on a générée, elles n'ont aucune raison en fait d'être prépondérantes l'une par rapport à l'autre. Donc, on va pouvoir appliquer sans a priori en fait des méthodes grilles. Donc, comment on va créer des grilles?
Donc, on a nos spectres. Donc, comme je dis, on va réduire la dimension de ces spectres. Et là, par exemple, dans le cadre de T1, ici, dans la matrice T, donc on va avoir notre pomme, on va mesurer son spectre, on va compresser, et T1, ensuite, on va le placer dans un espace à 2 dimensions. Donc, on va faire un ensemble d'espaces, dans ce cas-ci, à 2 dimensions. Donc, pourquoi faire un grand... Non, 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 merci. Donc, pourquoi faire un grand nombre d'espaces à 2 dimensions? Tout simplement parce que, comme je vous ai dit avant, c'est des vecteurs aléatoires et donc le processus, il peut être un petit peu stochastique et il va falloir réaliser un grand nombre de grilles pour s'assurer en fait qu'on approche bien, qu'on préserve bien les distances euclidiennes. Donc, par exemple, pour le premier individu qui est T1, on va le retrouver dans la première grille proche de T3 et finalement, dans la deuxième grille, on va le retrouver proche de T6. Donc, il faudra vraiment réitérer souvent ça pour pouvoir approcher au mieux ces distances. Voilà. Donc, pour un nouvel individu, on va rechercher ses voisins. Donc, ça va être un nouveau spectre. Donc, on va appeler Tnew. Et on va le positionner dans les grilles qu'on a générées juste avant. Et donc, on va pouvoir voir quels sont les individus qui se placent dans la même cellule pour chacune des grilles. Et on va pouvoir faire un comptage et fixer un seuil et dire, ben, si on est supérieur, par exemple, à 50%, on peut dire que ces points ils sont voisins et donc on n'aura pas à calculer toutes les distances auparavant comme brute force. Tu peux avancer, Marjorie. Donc là, maintenant, je vais vous présenter rapidement une étude de faisabilité de la méthode. Donc, on a un jeu de données, en fait, où on n'a pas un très grand nombre de données, on a 360 000 spectres, ce qui est quand même déjà conséquent, mais ça nous permet de nous placer, en fait, entre les big data et la chimiométrie. Donc, ça nous permet, en fait, d'utiliser encore les outils chimiométriques et de les comparer aux outils du big data. Et donc là, ici, l'objectif, c'est des spectres de feuilles de blé. Donc, on a 4 génotypes différents, on va essayer de discriminer ces 4 génotypes et on va évaluer cette qualité de discrimination en fonction des méthodes. Donc, tu peux avancer. Donc, on va utiliser ici 3 stratégies. Une PLSDA globale. Donc, comme je vous ai expliqué avant, la PLS, c'est une méthode qui fait une approximation linéaire. Donc là, on va également faire cette approximation linéaire au global. Non, il faut juste que tu avances. Voilà, c'est bon, merci. La KNN brute force PLSDA, donc celle où on va utiliser l'algorithme brute force et ensuite calculer une PLSDA. Et ensuite, par sketch PLSDA. Tu peux avancer à la prochaine slide si tu veux. Voilà. Là, je vais juste vous présenter un résultat principal qui est très intéressant. Donc, on peut voir en fait en abscisse le nombre de composantes. Donc ça, c'est un hyperparamètre des méthodes qui nous permet de juger de la qualité et de l'overfitting des méthodes en fait. Et en Y, l'erreur de prédiction. Et donc, pour la méthode PLSDA, bon, on n'a pas vraiment de surprise. On voit très bien qu'on est très peu prédictif, tout simplement parce que l'hypothèse de linéarité n'est pas valable. Pour la KNN PLSDA, donc c'est la courbe qui est tout en bas. Donc on voit très bien qu'on est plus performant que la PLSDA, mais qu'on a 5 courbes entre. Et ces 5 courbes, en fait, c'est 5 fois où j'ai utilisé l'algorithme par sketch dans des conditions un petit peu différentes. Et on voit qu'on s'approche en fait du résultat de KNN PLSDA, mais qu'on n'est pas aussi bon. Donc pourquoi? Tout simplement parce qu'on a expliqué avant que par sketch PLSDA, c'est une méthode approximative et donc on va approximer un voisinage et on a des chances d'avoir des qualités de prédiction un peu moins bonnes. Donc tu peux attaquer la diapo 20. Donc pour conclure, donc cette approche issue du big data elle permet de réduire considérablement les temps de calcul. Donc moi, dans mon cas, je suis passé de 4 heures à quelques minutes donc, entre la locale PLS et par sketch. Et donc, cette approche est approximative et elle ne permet pas toujours d'obtenir des performances équivalentes à la locale. Donc, dans ce cas-là, il va falloir développer des nouveaux algorithmes en fait, pour pouvoir gérer cette approximation. Et donc là, c'était juste pour vous présenter, on a soumis très récemment un article dans Chemolab, donc un journal en chimiométrie, qui détaillait un petit peu cette méthode et des premiers résultats. Donc, ça doit être l'avant-dernière slide, Marjorie, qui a été acceptée, bien sûr. Donc, pour les perspectives, en fait, à court terme, dans mon cas, ça va être, en fait, on n'a pas fait une application, on a fait une étude de cas. Là, on va essayer de faire une application réelle avec des vraies problématiques.
Et ensuite, on va essayer de développer une nouvelle approche, donc comme je vous ai expliqué, pour pondérer les individus sélectionnés par ParSketch, qui sont approximatives. Et pour les perspectives à long terme, ça va être en fait d'améliorer les différents potentiels des méthodes locales PLS et ParSketch PLS, notamment dans l'usage des métriques. Comme on va sélectionner des voisinages, il faut déjà réfléchir à ce que c'est réellement un voisin. Donc la dernière slide, c'est un petit peu pour digital, on va dire. C'est au niveau des réflexions sur les big data. En fait, je me suis rendu compte que quand on avait un très grand nombre de données, souvent on avait associé une détérioration de modèles, et notamment dans le cadre de la PLS. Donc ça, mon hypothèse, c'est dû qu'il y a beaucoup de bruit en fait spectral dans ces données, et plus on va répéter cette mesure, plus on va avoir de chances d'avoir des bruits spectraux différents, et on n'arrivera pas obligatoirement à s'affranchir de ces bruits. Je voulais savoir si vous avez déjà rencontré ce type de problématique. Et la dernière réflexion, c'est justement par rapport à comment déterminer un voisinage pertinent en grande dimension. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai respecté le timing. C'est parfait. Merci de votre attention. On arrêté à 17h35, il est 17h34, je te félicite. Je vais donner la parole à Véronique qui a une première question pour toi. Je pensais que tu voulais la lire parce qu'elle est courte en fait. Je n'ai pas compris s'il y avait eu un pré-traitement des données, mais... Ah ouais, en fait, je n'ai pas trop discuté de ça, mais non, il n'y a pas de pré-traitement des données. Ben, pas dans ce cas-ci, en fait. Hein. D'accord. J'avais essayé, c'était pas très pertinent. C'était pas très pertinent dans ce cas-ci. Bah, puisque j'ai la parole, je pose une deuxième question. On arrive à 20, enfin, il me semble qu'à partir de 20 composants, Ouais. il y a une convergence, mais c'est beaucoup, 20. Ouais, tout à fait. Bah, c'est en fait, tu vois, c'est un petit peu ce que je disais à la fin, c'est que là, quand on a vraiment beaucoup de données, ben, tu as bien vu, on a, en fait, dans mon cas, avec brute force, j'arrive à avoir 300 voisins et à calibrer un modèle sur 300 points. Et avec ParSketch, j'ai plutôt 30 000 points. Donc, en fait, j'ai une augmentation du nombre de données et qui se traduit aussi par une détérioration du modèle. Donc, tu as l'effet approximatif du voisinage, mais aussi sûrement la taille du voisinage qui entraîne beaucoup de bruit, quoi, hein. Ok. D'où le deuxième point. Deuxième point de la thèse qui va être de raffiner ce voisinage. Il y a une autre question pour toi, Maxime, posée par Isabelle Piot-Le-Petit, qui est donc notre directeur scientifique de l'Institut Digitag. Elle demande jusqu'à combien d'observations? Ouais. Jusqu'à, je ne sais pas s'il veut dire, s'il veut entendre par là jusqu'à combien de points on peut avoir ou d'individus, mais je n'ai pas vraiment de chiffres, hein, ça va de 50 000 à 1 million, Et vu que c'est parallélisable, 5 millions, et comme on est parallélisable, ouais, tout à fait, on peut travailler sur serveur, et là, on va pouvoir traiter des très grandes tailles de bases de données, quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'une autre personne parmi les 30 personnes qui participent à l'échange, est-ce que quelqu'un a une question ou une remarque à formuler à Maxime pour qu'il continue à avancer dans son travail de recherche ou un conseil? Alors oui, Véronique va prendre la parole parce qu'elle est très curieuse. Ah oui, moi je suis curieuse, mais je ne veux pas prendre la parole à d'autres. En fait, les applications qui vous semblent enfin les plus intéressantes, ça serait quoi? Parce que c'est intéressant surtout si on a besoin de temps quasi réel. Ouais, mais là, notamment pour l'imagerie, ça peut être très pertinent, quoi, hein. L'imagerie hyperspectrale. Non, puis il y a le temps réel, mais il y a aussi le traitement de modèles en dehors de ça, parce que quand on a vraiment des bases de données très importantes, là on se retrouve avec des nouveaux projets, avec des bases d'images hyperspectrales qui nous demanderaient des années de traitement, même Oui, c'est des très dizaines lourd, d'années, on s'en rend compte. Et avec la parallélisation et le big data, on peut arriver à des temps raisonnables. Tout à fait. Ok, et le couplage avec des SVM, par exemple? Je n'ai pas compris. Excuse-moi? Plutôt que d'utiliser de la PLS, utiliser des SVM.
Bah, c'est une solution hein, d'utiliser aussi d'autres outils, mais c'est un petit peu dommage de se limiter parce que, bon, du coup, dans quelques années, on va uniquement utiliser des outils type réseau de neurones. Et bon, dans ce cas-là, en fait, les outils qu'on utilise, ils sont quand même très intéressants, en tout cas dans l'efficience calculatoire, quoi, hein. C'est beaucoup plus rapide en utilisant des outils comme ParSketch et PLS que des réseaux de neurones ou des SVM. Donc, et tu as le côté aussi interprétation qui, nous intéresse encore beaucoup. C'est qu'une PLS, tu vas pouvoir interpréter encore les résultats et voir dans le sous-ensemble que tu as sélectionné, pourquoi tu as sélectionné ce sous-ensemble-là. Merci, Maxime. Je vois qu'il y a Florent Masseglia qui voudrait proposer un complément. Donc, je vais lui donner la parole, mais peu de temps parce qu'on a encore une autre question à traiter avant d'enchaîner sur la présentation de Baptiste. Florent, à vous. Non, c'était juste pour compléter après la question de Véronique sur d'autres applications. Il y a aussi le point de vue inverse qui est de voir comment on peut modifier l'approche par rapport à des besoins spécifiques au cas de la chimiométrie. Et le fait de travailler ensemble permet de bousculer dans les deux sens, à la fois les approches de sketch pour voir comment on peut faire évoluer les choses en chimiométrie et les besoins en chimiométrie qui sont spécifiques comme des recherches de voisinage vont faire aussi évoluer les approches de sketch. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question qu'on va prendre sur ta présentation, Maxime? C'est Gilles, on va lui laisser la poser parce que comme c'est un sujet un petit peu technique, pour ne pas dire très technique, je pense qu'il la posera beaucoup mieux que moi. Oui, je l'avais écrite pour, je ne sais pas si on m'entend bien, vous m'entendez bien? Ouais, Gilles, on t'entend très bien. Ouais. Ouais, oui, enfin, je connais un petit peu la réponse, mais après, c'était pour la discussion. Est-ce que ça ne serait pas intéressant de prendre en compte l'information spatiale, c'est-à-dire que la proximité de pixels, parce que là, c'est le cas d'image hyperspectrale, c'est un peu particulier, Ouais, mais de tout à prendre la proximité des pixels comme une information aussi, par rapport au degré de ressemblance, enfin, la distance qu'il peut y avoir entre ces pixels par rapport à d'autres plus éloignés. Tout à fait. Mais alors là, bon, dans le cas de la locale PLS, c'est quand même dans un contexte assez précis, c'est qu'on va prédire chaque pixel. Parce que en fait, tu peux pas définir de problématique spatiale quand tu vas avoir un nouveau point à prédire, donc un nouveau pixel. Comment tu vas faire en fait pour dire, bah, je prends en compte l'information spatiale comme tu n'as pas de connaissance encore sur cette image. Donc ça, ce serait plutôt pour, je pense, ou l'entraînement, ou peut-être à la fin commencer à faire des prédictions. Donc comme on est en train de voir, là, faire des prédictions de tous les pixels et voir quels pixels sont les plus pertinents et ensuite se servir de l'information spatiale pour étendre, on va dire, la qualité, quoi. Non, mais enfin, si je peux prendre la parole, c'est une bonne idée, Gilles, parce que c'est Jean-Michel qui parle là. Et c'est vrai qu'on pourrait imaginer une version de ParSketch qui tiendrait compte aussi du voisinage spatial de l'image. Mais ça rejoint ce que disait Florent juste avant, hein, c'est-à-dire que des problématiques, donc la chimiométrie ou l'imagerie hyperspectrale, pourraient donner naissance à de nouveaux algorithmes ParSketch. C'est intéressant, oui. Si une personne veut poser une dernière question, il a une petite fenêtre de tir. Sinon, on va enchaîner. Merci beaucoup, Maxime. On va te remercier. J'attends une seconde pour voir si quelqu'un a une question sur le chat. Bon, bah, tout est clair. Bravo. Merci, Maxime, pour ta présentation. Et on va enchaîner sur celle de Baptiste. Donc, Baptiste, si tu veux partager, s'il te plaît, ton écran et la présentation. Est-ce que vous la voyez? C'est parfait. Ok. Donc, je vais commencer du coup. Donc, je m'appelle Baptiste Auger et je suis en doctorant à l'Institut Agro, donc anciennement Montpellier Chipagro en 3e année. Et donc, je fais une thèse qui est partagée entre l'UMR MISTEA, donc mathématiques et informatique appliquée à l'agronomie, et ITAP, qui est donc plus la partie capteurs et agriculture de précision. Et un des points que je vais présenter aujourd'hui, qui est un peu au centre de ma thèse, c'est comment on peut optimiser les pratiques d'échantillonnage en agriculture et plus spécifiquement en viticulture. Et ça à partir d'un cas d'étude, un exemple, qui est l'estimation du rendement. Donc je vais commencer par détailler un peu ce cas d'étude et ce que c'est l'estimation du rendement et ses enjeux. Alors, je n'arrive pas à passer d'écran. Donc l'estimation du rendement, assez intuitivement, en fait, ça permet juste de prédire la quantité de raisins qu'on va récolter, et ce, avant la vendange.
Et savoir combien on va récolter, c'est une information qui va être importante pour le viticulteur ou pour les coopératives, parce que ça va permettre déjà de savoir quelle production ils peuvent attendre. Ensuite, s'il y a des quotas à respecter au niveau administratif, ça peut permettre d'anticiper ces problèmes-là. Et surtout, ça va permettre de mieux gérer la récolte. Et ça, c'est important, notamment quand on va calibrer les besoins en main-d'œuvre sur le besoin réel ou l'outillage, et aussi particulièrement gérer le nombre de cuves qui vont permettre de gérer le volume récolté et permettre la vinification. Et donc, on a intérêt à avoir une estimation qui est fiable du volume qu'on va récolter avant de récolter. Et donc, si on veut estimer le rendement, il va falloir voir comment on estime voir comment on fait pour estimer ce rendement. Le rendement, généralement, il est exprimé en hectolitres par hectare. Là, j'ai exprimé en kilogrammes par hectare, mais les deux, on peut les convertir à partir de la masse volumique, simplement. Et si on veut décomposer les différentes composantes de ce rendement, on va commencer par partir de la densité de plantation. Donc, on va exprimer un nombre de ceps ou de pieds de vigne par hectare. Quand on va multiplier ce nombre de ceps par hectare par le nombre de grappes par cep, on va obtenir un nombre de grappes par hectare. Et ensuite, quand on va multiplier ce nombre de grappes par hectare au nombre de grains par grappe, on va obtenir un nombre de grains par hectare. Et il y aura une dernière étape, en multipliant le nombre de grains par hectare au poids moyen d'un grain, on va obtenir une masse par hectare. Donc on peut aller plus vite en regroupant la mesure du nombre de grains par grappe et du poids moyen des grains et en posant directement des grappes. Mais l'idée reste la même. Et à noter que la mesure du poids d'un grain ou du poids d'une grappe, c'est une mesure destructive, donc on a intérêt à en faire peu pour limiter la partie qu'on va perdre de la récolte, même si c'est toujours des quantités assez faibles. Et un autre point qui va être important, c'est que la densité de plantation, a priori, on la connaît, on sait combien on a de plants de vigne, de cep de vigne sur une parcelle, mais les mesures de grappes par cep, de nombre de grains par grappe ou de poids moyen d'un grain, c'est des choses qu'on va devoir aller regarder sur la parcelle, on va devoir faire des mesures et faire des mesures par échantillonnage. Et donc, aller mesurer ces sites sur la parcelle, ça pose la question de où est-ce qu'on va faire ces mesures. Donc la parcelle que je vous montre ici, c'est une parcelle qui est au domaine du chapitre, donc à Villeneuve-les-Maglones. Donc c'est une parcelle où on a identifié, a priori, 1470 sites sur lesquels il est possible de faire une mesure. Et on va vouloir choisir, nous, N sites, donc N en général, c'est entre 5 et 10, entre 5 et 10 sites, pour estimer le rendement parmi tous ces 1470 sites. Et pour vous donner un ordre de grandeur, déjà choisir 10 parmi 1470, c'est de l'ordre de 10 puissance 25, donc il y a beaucoup de possibilités a priori. Et on peut légitimement se poser la question, comment privilégier plutôt un ensemble de sites qu'un autre? Comment choisir les sites de mesure qu'on va aller échantillonner sur la parcelle? Et donc pour ça, on va se concentrer sur les buts de l'estimation. Enfin, ce qu'on attend de cette estimation, c'est déjà de fournir une estimation de qualité, donc c'est-à-dire qu'on ait une erreur d'estimation qui soit la plus faible possible. Et le deuxième point, c'est qu'on voudrait être le plus efficace possible. On ne veut pas passer 40 minutes pour faire 3 mesures. Si possible, on aimerait que ce soit efficace en termes de coût de main-d'œuvre et donc en temps passé à faire l'estimation. Donc, pour le premier point, donc, qui est la qualité d'estimation, on va se placer dans le contexte de l'agriculture de précision, comme beaucoup de travaux menés par Digitag. Et cette agriculture de précision, ça revient à prendre en compte, un des grands paradigmes, ça revient à regarder quelle est l'hétérogénéité de la parcelle. On va arrêter de considérer que ma parcelle, c'est un grand champ homogène. On va justement chercher à caractériser toute la diversité qu'on a au sein de la parcelle. Et donc, pour ça, on va avoir besoin de données. Donc là, sur cet exemple, c'est des données de GLCV, donc c'est Greenleaf Cover Vegetation. Donc c'est un indice de végétation qu'on va mesurer par satellite. Donc on pourra acquérir plusieurs parcelles d'un coup d'une seule image satellite. Et en chaque point, du coup, on va pouvoir avoir une valeur de cet indice. Cet indice, il est relié à l'activité photosynthétique, donc à la quantité de feuilles et de biomasse qu'on va avoir en chaque point de la parcelle. Et l'idée, c'est d'utiliser cette information pour se dire, l'intuition, c'est de se dire que plus il y a végétation, plus a priori, on va avoir des rendements élevés. Ceux qui ont une bonne végétation auront des bons rendements, ceux qui ont des mauvaises végétations auront des mauvais rendements. Donc c'est une hypothèse de travail qui est critiquable et qui va dépendre de chaque parcelle, mais l'idée principale, c'est ça. Et donc l'intérêt, c'est que ça va être accessible à moindre coût, puisqu'on va pouvoir faire, en tout cas, à un coût moindre que l'estimation du rendement, et que ça va apporter une information sur la variable qu'on va justement chercher à estimer, donc ici le rendement. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail de comment on a intégré précisément ces données, mais un des premiers points qu'on a fait au début de la thèse, c'était justement, assez intuitivement, on a fait de la classification de ces sites, donc on a réparti ces sites dans différents groupes,
donc qui vont être faits selon les valeurs qu'on a observées de l'indice en question. Et l'idée, ça va être de prendre des valeurs fortes, des valeurs intermédiaires, des valeurs moyennes, des valeurs faibles, parce qu'on a intuitivement, on sent bien que prendre des valeurs qui sont partout dans la gamme des valeurs possibles, c'est plus intéressant que de prendre que des valeurs fortes ou que des valeurs faibles si on le faisait par exemple au hasard. Donc ça va être une des premières méthodes qu'on a mis en place pour choisir les sites de mesure. Alors un peu plus tard, on a, donc je ne vais pas rentrer dans le détail non plus ici, mais une des questions qu'on s'est posées, c'est est-ce qu'on peut déduire de l'information à partir des sites qu'on a choisis et de la valeur qu'ils ont dans la donnée qu'on a, qui est disponible, pour tirer des conclusions sur l'estimation qui va découler de ces sites. Est-ce que si je connais les valeurs des sites que j'ai choisis, je peux tirer une conclusion sur l'erreur que je peux attendre à la fin, ou sur la variabilité de l'erreur que je peux attendre à la fin. Donc ça, c'est pour la partie un petit peu comment on peut anticiper un peu l'erreur d'estimation qu'on va faire grâce aux outils de la technique de précision. Et tout à l'heure, quand je vous ai parlé des buts de l'échantillonnage, enfin des choses qu'on va prendre en compte, il y avait aussi, du coup, l'efficacité. Et donc l'efficacité, c'est le temps qu'on va passer à faire nos mesures. Et donc ce temps, on peut le décomposer en deux parties. Il y a le temps de la mesure, le temps qu'on va passer effectivement à compter mes grains ou à peser mes grains, et le temps de parcours, le temps qui va être entre guillemets perdu, où je vais me déplacer d'un site à l'autre. Et nous, justement, on va s'intéresser au choix des sites de mesure, on va s'intéresser justement au temps de parcours et à comment on peut réduire la distance qui va être à parcourir pour être efficace. Donc, s'intéresser à ça, ça veut dire être capable de déterminer des distances entre chaque couple de sites. Alors, on peut penser que c'est assez simple de base, mais il ne faut pas oublier que les parcelles de vigne, je pense que vous avez tous vu une parcelle de vigne au moins, c'est structuré en rang. Et en fait, les distances classiques qu'on utilise pour résoudre ce genre de problème, donc, comme la distance euclidienne par exemple, ne s'appliquent pas parce qu'on ne peut pas passer d'un site à l'autre en marchant tout droit. On est fortement contraint par les déplacements. Si on veut aller d'un site orange à l'autre, là, il faudra absolument sortir du rang et rentrer à un autre endroit pour accéder aux deux sites. Donc une conséquence de ça, c'est que déjà, si je veux relier les deux sites orange là, on voit déjà qu'il peut y avoir deux parcours différents qui permettent de relier les deux mêmes points. Si maintenant en plus on considère que on peut se déplacer dans un interrang, et depuis un interrang, on a accès à deux rangs différents, alors on pourrait se dire que les points orange, on pourrait accéder depuis l'interrang au-dessus et l'interrang en dessous. Donc si je continue, si la deuxième colonne par exemple, la différence avec la première, c'est que ce site-là, le site en bas, on va y accéder depuis l'interrang en dessous. Le troisième colonne, c'est pareil avec le site de au-dessus, où on change l'interrang d'accès. Et la quatrième, c'est on va changer les deux interrangs d'accès par rapport à la première colonne. Et ce qu'on voit ici, c'est que pour deux sites qu'on a définis dans la parcelle, on peut définir 8 distances différentes, qui sont les distances qui servent à relier ces deux sites. Et on peut se poser un peu la question de comment on va gérer ces distances. Alors une idée un peu simple qu'on pourrait imaginer, c'est de dire, ok, on va garder la plus courte. Sauf que ça ne marche pas toujours. Imaginons qu'on rajoute un troisième site, donc il y a le site tout en bas que vous voyez ici. Là. Si je prends la solution la plus courte qu'on avait tout à l'heure, le crochet qu'il va falloir rajouter à l'étape d'après en rajoutant un troisième site va être beaucoup plus grand que si on avait pris une autre solution qu'on avait trouvée. Et le fait qu'il faille gérer les interrangs dans lesquels on se déplace et que deux rangs, on peut faire des mesures sur deux rangs différents depuis un interrang, ça va nous obliger à conserver, entre guillemets, plusieurs distances pour deux mêmes sites, et à gérer des distances un peu plus complexes que d'habitude. Ensuite, un deuxième point dans la gestion de la distance. Imaginons, on a ici 6 sites de mesure. Et on peut se poser la question, ok, quel est le meilleur trajet pour relier ces 6 sites de mesure? Ça revient, dans un premier temps, à définir dans quel ordre on va les visiter. Et ça, c'est un problème assez classique, qui est assez connu en optimisation, qui s'appelle le problème du voyageur de commerce. Et on va vouloir chercher à ordonner les sites qu'on va visiter. Et donc, on va devoir ici prendre en compte la spécificité dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que les distances qui séparent deux sites vont dépendre d'autres facteurs, de l'intervalle dans lequel on se déplace. On n'a pas forcément une unicité de la distance qui va séparer deux sites. Donc, c'est un peu une des contraintes techniques auxquelles on a affaire ici. Et donc, tout l'enjeu pour trouver une solution à ce problème, ça va être d'être capable d'allier tout ce qu'on sait sur l'information, sur les données issues de l'agriculture de précision qui nous permettent de gérer un peu l'attente qu'on peut avoir sur la qualité d'estimation, d'intégrer cette information sur les sites dont on dispose,
faire en sorte qu'on soit représentatif de la parcelle. Et le deuxième point, ça va être d'être capable de calculer des distances pour un ensemble de sites et de bien définir ces distances. Et donc, ces deux points qui appartiennent quand même à des domaines assez différents, l'un qui est plus étude de précision, statistique, et l'autre qui est plutôt optimisation informatique. L'origine du problème, c'est ici d'allier les deux pour apporter une solution concrète à un problème. Et cette solution, ça revient à résoudre un problème qui est combinatoire. J'ai dit tout à l'heure, 10 parmi 1400 et quelques, c'est beaucoup de solutions possibles. Et donc, un des enjeux de la thèse, c'était justement comment on peut implémenter une solution qui permette d'identifier des parcours intéressants quand on fait l'échantillonnage. Donc, on a mis en place plusieurs approches. La première, ça a été de faire une approche qui soit capable d'identifier la meilleure solution sur toute la parcelle. Et vous en doutez, vu qu'il y a beaucoup de possibilités, même en prenant des outils adaptés comme la programmation par contrainte, on se retrouve avec des temps de calcul qui vont être très très longs. Et la deuxième, du coup, c'était de voir si est-ce qu'on pouvait mettre en place des algorithmes plus simples, mais qui permettent d'avoir une solution approchée dans un temps raisonnable. Et donc, là, la dernière slide, c'est pour vous donner un ordre une idée de ce que ça donne comme résultat. Donc là, vous voyez, pour rappel, avec la première slide que je vous ai montrée, la solution qu'on trouverait sur cette parcelle-là de Villeneuve-les-Baglone et du domaine du chapitre. Donc on voit que, naturellement, et c'est assez intuitif, l'algorithme a tendance à mettre des sites de mesure sur les mêmes rangs pour éviter qu'on ait à faire trop de dépassements dans les rangs. Et on voit que, voilà, en se déplaçant dans le même interrang, l'algorithme va chercher des sites à droite et à gauche de cet interrang pour exposer au maximum les possibilités qu'il a. Donc, juste pour information, là, c'est le point de départ qu'on a choisi dans la parcelle, qui est là où arrive l'échantillonneur. Et en bleu, vous avez le trajet qui lui est proposé par la méthode qu'on a mis en place. Donc, juste pour revenir un peu sur ce que j'ai présenté rapidement, l'enjeu ici, c'est de montrer que voilà, échantillonner, c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps, mais si on veut vraiment s'intéresser à comment faire de manière, entre guillemets, soulever tous les enjeux de l'échantillonnage, ça revient à soulever des questions assez compliquées et à des problèmes qui sont assez complexes. On a, pour aider à la résolution de ces problèmes, les données qui sont disponibles, donc les outils de l'agriculture de précision, qui sont souvent un peu sous-exploités, et c'est vrai que soit sous-exploités, soit ils sont disponibles et on ne sait pas quoi en faire. Et du coup, c'est vrai qu'on essaie d'apporter des outils pour prendre en main ces données. Le troisième point, c'est de montrer que on peut voir que apparemment, a priori, se déplacer une parcelle, ça paraît être un problème simple, mais quand on essaie de le modéliser dans un problème, ça prend notre tournure et c'est pas forcément évident de le mettre en place. Et le quatrième point que je voulais souligner, c'était comment les outils d'optimisation peuvent permettre d'apporter des solutions à des problèmes concrets en agronomie, là où c'est pas forcément quelque chose qu'on fait beaucoup d'habitude. Et donc là, c'était l'exemple de l'échantillonnage du rendement, mais a priori, l'approche qu'on a mis en place, on peut la décliner pour d'autres variables d'intérêt et d'autres variables explicatives. Par exemple, on pourrait faire le lien avec ce qu'avait présenté Léo la semaine dernière, où on pourrait essayer de mesurer les statuts hydriques, choisir les points où on mesure les statuts hydriques, à partir de données de mesure sur le sol ou quoi que ce soit, ou de NDVI également. Donc c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire pour ces 15 minutes. Parfait, merci beaucoup Baptiste. Vraiment, tu as respecté le timing. Voilà, je vais te laisser remettre ta caméra. Bon, voilà. Ouais, il y a une question de Véronique qui demande, est-ce que l'on pourrait évaluer le volume de la grappe avec des systèmes en 3 dimensions? Oui, alors c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas fait ici dans ma thèse, mais il y a des travaux qui s'intéressent à ça, qui au lieu de faire des mesures où on prend les grains et on les pèse et on fait la moyenne du poids des grains, il y a des nouvelles approches qui sont testées, notamment prendre des photos des grains et avec des algorithmes complexes, essayer d'estimer le volume des grappes ou des grains. Et du coup, ça jouerait plutôt sur le deuxième aspect. Donc, quand je parlais d'améliorer le temps, ça jouerait plus sur la minimisation du temps de mesure. Si on est capable de prendre des photos au lieu de faire des pesées, on va gagner beaucoup de temps sur la réalisation de la mesure. Et du coup, ce n'est pas forcément le problème qu'on a traité ici, où on était plus sur l'autre aspect, qui était vraiment le choix des sites de mesure. Merci Baptiste. On a une deuxième question de Véronique aussi, qui pose beaucoup de questions, qui nous dit est-ce que vous avez comparé les performances métrologiques, exactitude de votre méthode par rapport à l'échantillonnage classique? Ouais, c'est une bonne question. Alors, ça pose déjà une première question, c'est qu'est-ce que l'échantillonnage classique? Et quand on regarde, en fait, c'est pas évident parce qu'il n'y a pas forcément de protocole vraiment établi. C'est un peu quelque chose qui est assez empirique et qui va dépendre beaucoup de qui fait la mesure. Alors, il y a quand même des tendances générales. En général, ce qui est recommandé, c'est de faire
un rang montant et un rang descendant, mais c'est ce qui est fait aujourd'hui, c'est souvent qualifié un peu de... C'est souvent basé sur vraiment une perception de la parcelle en temps réel, et donc souvent approché par le random sampling. Du coup, on a comparé notre approche, on était obligé de se comparer à des approches un peu similaires, donc à des random sampling ou à des choses qui étaient déjà existantes dans la littérature, mais moins complexes. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on gagnait un petit peu sur la qualité d'estimation, mais là où vraiment le gain qu'on apportait, c'était plus sur la distance qu'on pouvait gagner en utilisant les méthodes d'optimisation. En fait, on garantissait de maintenir un niveau de qualité qui était quasiment équivalent, mais en réduisant de manière importante la distance et le temps qui va passer pour le même résultat. En fait. Merci beaucoup. Donc, on a une question de Julien Saron qui demande, est-ce que pour réduire l'intensité d'échantillonnage, est-ce qu'on ne pourrait pas combiner échantillonnage et modélisation pour la spatialisation du rendement? C'est très, très juste. Alors, c'est quelque chose qu'on a fait aussi. En fait, habituellement, traditionnellement, quand on fait une estimation, on va avoir entre 5 et 10 mesures, par exemple, et on va faire une moyenne directe pour avoir l'estimation qui est la valeur, entre guillemets, qu'on va retenir pour toute la parcelle. Et quelque chose qu'on a mis en place, qui fait tout à fait écho à ce que dit Julien Saron, c'est qu'on pourrait utiliser ces X mesures qu'on a faites pour calibrer un modèle entre mon rendement ou ma donnée d'intérêt et ma donnée qui est disponible. Et une fois qu'on a calibré ce modèle, on peut utiliser toute la donnée qui est disponible pour faire une prédiction sur l'ensemble de la parcelle et ensuite déduire la valeur finale de l'ensemble de ces prédictions plutôt que de faire la moyenne seulement des points qui ont été échantillonnés. Donc ça, c'est quelque chose de très juste et qu'on a essayé de mettre en place et qui apporte quand même un plus significatif. Il y a une autre question d'Isabelle Piot-Le-Petit qui demande si est-ce que ça évalue juste le rendement ou est-ce que la qualité des grappes peut être estimée en même temps pour permettre une estimation de la qualité du vin avant son entrée en cave? Alors, du coup, sur l'exemple qu'on a traité ici, c'était vraiment plus une question de volume. Après, sur les questions de qualité, en fait, la méthode qu'on a essayé de mettre en place, on a essayé de la faire la plus générique possible pour que si demain on veut l'appliquer à une autre culture qui n'est pas lissée, donc qui est structurée comme la vigne, et on s'intéresse à une autre variable, donc même que je donnais l'exemple par exemple du statut hydrique de la vigne, que ce soit applicable aussi. En fait, ce qui compte, c'est d'avoir une donnée qu'on cherche à estimer, donc ça peut être très bien la qualité de la grappe, il n'y a pas de souci, et une donnée qui est disponible déjà, qui va permettre de tirer une information sur la donnée qui nous intéresse, sur la variable qui nous intéresse. Et donc on pourrait très bien, si on a une donnée qui permet justement de donner un indice entre guillemets sur une information sur la qualité de la grappe, on pourrait très bien appliquer la même méthode, mais pour prédire justement, échantillonner la qualité des grappes. Parfait, merci beaucoup. On a une question d'Hélène Rénal. Elle demande si vous avez pu comparer le rendement estimé avec la méthode que vous nous avez présentée avec le vrai rendement. Le vrai rendement. Alors, il y a un autre souci qui est posé à la thèse, c'est que le vrai rendement, alors déjà, avoir des données de rendement, c'est assez compliqué. On a pu se comparer, entre guillemets, au rendement total de la parcelle qui a été récoltée a posteriori. Donc ça, on a pu le faire. Mais ce qui nous manquait beaucoup dans la thèse, c'était des parcelles pour lesquelles on connaissait le rendement à chaque point. Ça, c'est un peu l'intérêt des échantillons de rendement, c'est que c'est extrêmement coûteux de faire une mesure de rendement. Donc on a pu se comparer sur quelques parcelles, donc encore ça reste assez limité au rendement global. Donc on avait des erreurs d'estimation qui étaient légèrement plus faibles que ce qui était vu d'habitude, mais c'était pas là qu'il y avait le gros apport. En fait. Le gros apport venait plutôt de la réduction du temps qu'on avait à utiliser notre méthode. Donc oui, mais on aurait aimé aller plus loin en ayant accès à des parcelles où l'intégralité du rendement a été mesurée. Et par intégralité, je parle de tous les sites de la parcelle où on connaît le rendement. Sauf que c'est des données qui seraient extrêmement chères à collecter. Merci Baptiste. Est-ce que tu as vu sur le chat la réponse de Julien qui parle d'une application? Voilà. Je ne connaissais pas l'application, mais du coup, j'irai jeter un coup d'œil. Bon, peut-être faut que tu demandes un séjour en Australie pour aller vérifier si les concepteurs ont bien monté l'application. Ce sera avec plaisir en tout cas, mais je ne sais pas si ça va être possible rapidement avec le contexte sanitaire. Voilà, donc pour les personnes qui n'ont pas pu la lire, qui seraient par téléphone, donc Julien nous signale qu'il y a une application qui s'appelle 3D Bunch qui est disponible sur iOS et qui est développée. Alors l'application, elle est destinée à estimer le poids des grappes en 3D
et elle est développée par une entreprise qui s'appelle Smart Robotic Viticulture et qui est basée visiblement en Australie. Il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'une autre personne souhaite intervenir ou poser une question? À ce moment-là, je lui laisse prendre la parole en direct. Non, bah, écoute, merci beaucoup Baptiste pour cette présentation. Donc, comme je disais en introduction, c'était très clair et ça permettait à des personnes non initiées de rentrer dans le sujet de ta thèse ainsi que dans celle de Maxime. Donc, comme je le disais en introduction, nous avons 3 autres séances TITAG dont je vous ai envoyé les informations, du moins à la communauté Digitag et qui auront lieu en septembre, octobre et novembre. Et juste avant de conclure et de passer la parole à Véronique pour qu'elle finalise cet après-midi, cette heure de TITAG, il y a une question de Junior Mouyumba. Est-ce que peut-être tu peux la lire directement et puis voir comment tu peux y répondre? Du coup, je vais peut-être la lire pour les personnes qui seraient au téléphone. Il demande, il dit « La technique d'estimation de la masse de grappes par ces algorithmes permet d'éviter le pesage qui est destructif, comme tu l'as très bien exprimé. » Il demande quel est l'ordre de l'écart entre le rendement estimé et le rendement réel? Alors pour le coup, je ne sais pas si je serais capable de répondre à cette question, vu que c'est une question sur en plus l'application dont a parlé Julien, je pense, sur l'écart de prédiction, et c'est pas quelque chose du coup qu'on a traité dans mon sujet. Donc, je ne sais pas si je peux vraiment y répondre objectivement. Peut-être que Julien Saron aura une réponse. Julien, tu souhaites intervenir par rapport à la question de Junior? Non, bah, j'ai pas de réponse non plus. Il me semble que l'application a fait le sujet d'un article, mais je ne saurais pas redonner la référence ni je n'ai pas de tête la performance de l'application, quoi. D'accord, merci beaucoup. Véronique, est-ce que je peux te passer la parole et puis finaliser cette intervention qui a duré donc pour notre 3e volet du TITAG? Oui, avec plaisir, merci. Mais écoutez, pour cette 3e édition, je trouve qu'on est toujours sur une belle dynamique avec, moi je découvre chaque fois beaucoup de choses. Vous l'avez entendu, donc il faut qu'on continue et j'espère qu'il y a des doctorants qui écoutent là et qui sont prêts à participer et à présenter eux-mêmes leurs travaux. N'hésitez pas, c'est important parce que vous savez, nous enregistrons différentes interventions, donc des vitrines ensuite qui vous est offerte sur Digitag et ce sera toujours bien de pouvoir envoyer pour les doctorants des employeurs futurs vers ces présentations-là. Voilà. Et pour la communauté, donc on a finalement découvert un mode de diffusion de l'info qu'on n'avait pas mis en œuvre avant le confinement et je trouve très, très stimulant. Voilà, donc merci à tous. Si vous avez aussi des choses à nous faire remonter sur la manière de travailler sur ces petits tags, n'hésitez pas, hein. On a vraiment ouvert à d'autres propositions. Voilà, donc je remercie aussi Sigolène et puis Marjorie et François qui sont manettes là pour que ça se passe bien et soit en ordre de bataille que les 2 présentateurs de l'après-midi. À bientôt. Oui, merci à tous. Et donc, comme on le signalait sur le chat, vous aurez tous les enregistrements disponibles sur notre site hdigitag.fr. Donc, je vous enverrai un message dès que celui d'aujourd'hui sera en ligne. Bonne soirée à tous, bel été et bonnes vacances. Au revoir.